Je m'appelle Alexandre Goudarzi, je suis franco-iranien. Voilà, ma mère est française de Sainte-Anne-d'Auray, dans le golfe du Morbihan. Mon père est iranien. Il a participé à la révolution islamique qui a mis au pouvoir l'ayatollah Khomeini. Et il était poursuivi pour des raisons de droit commun. Et il est arrivé en France en se faisant passer pour un réfugié politique. Mon père et ma mère se rencontrent à la cité universitaire en fait, de Villejean. Donc pour ma mère, c'était la première fois qu'elle sortait d'un cadre très protégé, de famille française, assez traditionnelle. Et mon père, lui aussi, est issu d'un milieu religieux, populaire, très pauvre, iranien, donc musulman, chiite. Je grandis en fait dans un climat de violence dès ma naissance en fait. Je suis témoin de scènes assez violentes, assez douloureuses. Ça va durer jusqu'à à peu près mes 10 ans. C'est ma mère qui est battue en fait. C'est ma mère qui est battue toute mon enfance. Et en fait, comme moi, je suis le garçon, je suis l'aîné, j'ai une petite sœur. Je suis le témoin obligatoire. En fait, chaque fois qu'une scène de ce type va avoir lieu, ma mère le sent, elle se cache, mon père me demande d'être présent. Donc c'est systématique, c'est comme une leçon en fait, qui m'enseigne à travers en fait ce qu'il va faire à ma mère. À l'âge de 5 ans, je l'ai littéralement vu en fait mettre ma mère à mort en fait. C'est vraiment un miracle qu'elle s'en soit sortie. Suite à cela, ma mère n'a jamais empêché mon père de nous voir, mais il y avait une prise de distance, en tout cas géographique. Elle a véritablement été consumée, en fait, cette rupture géographique, quand on a quitté Rennes pour Cholet, d'où le fait que je me retrouve à Cholet à 9-10 ans. Donc, le climat pendant 10 ans, c'est donc un père violent, c'est moi tout petit, ma petite sœur qui a 1 an de moins que moi, donc tout petit tous les deux. On est pris en pleine nuit par ma mère qui nous cache chez notre grand-mère. C'est des allers-retours donc entre Rennes et Sainte-Anne-d'Auray. C'est la police en fait qui débarque en fait régulièrement à la maison, qui saccage tout, parce qu'on cherche de la drogue, parce qu'on cherche des éléments. Et donc en fait nous on s'est retrouvés dans un climat pourri, d'angoisse, de violence. À la fois directement mené par mon père contre nous et à la fois par rapport aux conséquences en fait qu'il générait autour de lui et qu'on subissait de plein fouet. Après, quand on est arrivé à Cholet, on est arrivé dans des quartiers, voilà, un quartier Bretagne en fait, ça a duré 1 an. C'est un quartier à forte composante maghrébine, des manouches, surtout des maghrébins. Et donc très rapidement en fait, on s'acharne un peu sur nous parce qu'on est français et on nous a fait la misère. Voilà, ma mère est seule et une femme seule, c'est une cible facile pour les jugements. C'est tout de suite interprété de manière dégueulasse par ces populations-là. Et ça va être une facilité d'intimidation, seul avec 2 enfants. Donc c'est le poste radio sous le balcon, sous les fenêtres, alors que ma mère bossait. Et puis si jamais elle contestait, eh bien, elle avait le droit de se faire insulter, de se faire envoyer bouler. C'était des intimidations du type des allumettes dans les trous de la serrure de la voiture de ma mère, c'est des bouts de verre mis sous ses pneus, c'est des crachats sur le pare-brise. C'est moi qui suis insulté de blanc-bec, de sale blanc, de fromage, de Gouer, de Gaoli. Gaoli en maghrébin, c'est le gaulois. Donc c'est ça, en permanence, quand on m'interpelle, c'est le fromage, viens là, viens ici. Le portugais qui était avec moi, enfin le gars que je fréquentais, mais je me souviens qu'il avait été saucissonné à un arbre, il se faisait démonter la gueule. Moi j'avais de la chance parce que je courais vite, mais je me souviens arriver avec le cœur qui battait à 10 000 à l'heure parce que j'avais échappé de peu à un lynchage, parce que c'était comme ça en fait. Et donc de ce quartier Bretagne, moi j'ai déménagé dans un autre quartier, et c'est vraiment là en fait que je vais grandir, c'est le quartier des Richardières. Et ce quartier-là, c'est un quartier de Français, pure souche pour la plupart, des bons prolos. C'est les mecs qui vivent, qui travaillent à l'usine, H24. C'est des gens durs, qui mènent une vie dure. Et tous les enfants qui sont dedans, sont comme moi en fait. Ce sont des enfants de familles monoparentales. Il y en a qui ont leur père, c'est rare. Ou alors ils ont un beau-père, puis quelques années après, c'est un autre beau-père. Donc c'est un climat de ce genre-là. Avec ces gars-là, avec qui j'ai grandi, je vis une innocence assez paisible, c'est beau. On fait du sport tout le temps, on s'amuse comme on peut, on est vraiment des sales gosses, on nous entend gueuler du matin au soir dans le quartier. Et les mecs des quartiers d'à côté, et qui pour le coup venaient dans notre quartier, qui venaient nous emmerder. Alors généralement, moi j'arrivais à esquiver, mais c'était du racket, après c'était t'as pas une clope et tu prenais des droites dans la gueule si t'avais pas une cigarette. Il y avait des modèles dans notre quartier, il y avait des mecs qui étaient durs, qui étaient plus grands. Je me souviens, il y avait les mecs du quartier d'à côté, donc des maghrébins, qui cherchaient Édouard. Édouard, c'était le grand du quartier, c'était un des plus grands, qui a eu pareil une enfance vraiment très particulière. Puis un soir, je me souviens, il y avait un mec, il me chope à la tombée de la nuit, je remontais vers mon bâtiment en fait, et il me dit Édouard il est là. Je dis non, je sais pas où il est. Et en fait derrière lui il y avait une masse de mecs en fait. Ils étaient nombreux et ils étaient équipés quoi. Ils avaient tous des pieds de chaise, des battes, des bâtons. Ils venaient défoncer Édouard en fait. Et je me souviens, je vois Édouard au bas de mon bâtiment, je lui dis attention,
Ils sont juste là en bas et lui, il devait traverser la pelouse pour aller à son bâtiment à lui. Et je me souviens, il m'a dit non mais moi j'habite là, moi je fais pas de détour. Je vais pas me cacher pour rentrer chez moi. Je passe là. Et donc il est passé sous leur nez. Ils l'ont chopé, ils l'ont déboîté, ils lui ont cassé la gueule à coups de barre, à coups de machin. Il s'est relevé, s'emboîté et il est rentré chez lui. En fait, c'est des trucs qui marquent parce que t'as des mecs comme ça, ok, bon, il est tout seul, c'est pas un super-héros, il va pas faire grand-chose devant 10 mecs, et en plus de ça, qui arrivent comme des lâches, avec des gazeuses, des bâtons, des machins. Mais il a pris dans sa tronche et puis il est rentré comme un homme. C'est le moment où je rentre au lycée, je commence à découvrir la drogue. Il y a un univers d'enfants en fait qui disparaît. C'est les histoires de fesses, c'est les histoires de drogue, c'est les histoires d'argent facile. Et je suis au milieu de ces mecs-là, mais des bandits tous, hein. Il n'y en a pas un qui va pas au trou. Et donc j'arrive, je me souviens, Edouard il nous enfermait dans sa chambre, donc on était obligés de fumer, de se défoncer. Alors avec un autre copain, Sébastien, on était tout le temps là à se faire dégommer la tête à coups de whisky, de vodka, de drogue. On voit leurs prises de guerre, les chaînes hi-fi, les écrans plats, les fringues, les Lacoste, les trucs. En fait, je suis dans cet univers-là et on se fout de ma gueule en fait. Parce que j'ai toujours été un peu un cassos dans le milieu scolaire. Parce que ma mère m'a toujours mis dans des établissements privés, parce qu'elle ne voulait surtout pas que je me retrouve dans des établissements publics pour côtoyer les mêmes mecs avec lesquels j'étais dans le quartier. Je suis au milieu de voyous qui me raillent parce que je suis le mec le plus sérieux en fait de cet endroit-là. Je suis le mec le plus sérieux parce que je suis le gars qui continue les études. Je suis le gars qui s'accroche encore à quelque chose auquel ça sert à rien de s'accrocher. C'est de la merde. Tu vas faire quoi? Tu vas être un esclave, bosser pour un SMIC. Tu vas te faire cracher dessus par un patron. C'est-à-dire que toute cette période de mes 10 ans à mes 16 ans, moi j'ai plus revu mon père. J'ai pas eu de nouvelles de lui. Il y a rien. Et je pense que comme tout garçon, en fait, surtout quand on arrive à un âge où on s'identifie de plus au monde des adultes, il nous manque notre papa. Et moi, mon père, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il devient, je sais pas qui il est vraiment. En fait, j'ai besoin en fait de ce marqueur. Et je sais, dans mes souvenirs, que c'est pas un gage de stabilité de retrouver mon paternel. J'ai 16 ans, je me souviens, c'était dans une cabine téléphonique. On nous avait donné un numéro, c'était une dame qui avait recontacté ma mère, un numéro de téléphone, j'appelle, c'est mon père au bout du fil. Je me souviens, ça faisait 6 ans que j'avais pas eu de nouvelles de lui, j'étais très ému. Et quand je l'ai revu, c'était plus l'image de mon père. Mon père, quand j'étais gamin et que je l'ai plus revu, il avait l'âge, il était un peu plus jeune que ce que je suis maintenant. Il avait 35 ans, il était beau gosse, c'était un vrai voyou. Quand dans les rues de Rennes, à je ne sais quel endroit, on appelait les flics se déplaçaient pas. Parce qu'ils pétaient littéralement la gueule des flics. Il fallait qu'ils viennent à 5, 6 pour en venir à bout. C'était une furie. Et moi, j'avais cette image de ce voyou élégant, la classe, c'est mon père, il est fort, et ici, tout ce qu'un enfant peut fantasmer quand il est petit. Je revois mon père après des années, ravagé par la drogue, l'alcool, les coups, la boxe, la tôle. C'était plus le père que j'avais avec mon regard d'enfant. C'était un mec que la vie avait brisé. Ou qui s'était brisé lui-même avec les choix qu'il a faits et les conséquences qu'il en a payées. Et en fait, les peu de fois où j'allais voir mon père, c'était des initiations au crime. Je me souviens, j'allais le voir à Rennes, il habitait d'ailleurs à 2 pas de la prison, donc ça faisait gagner un temps évidemment certain pour les flics qui voulaient l'embarquer. Mais on sortait, on n'avait pas de fric, il me disait « Tiens, prends la clé, tu cours à la maison, tu vois le petit meuble sous la télé, la petite planche en bois, tu la soulèves, tu vas voir, il y a des pierres, il y a des bagues, il y a de l'or, tu prends, tu me ramènes. » Alors j'allais, je faisais ce qu'il me disait, je soulevais, je prenais les petites pierres vertes, certaines étaient bleues, et avec un morceau d'or, tac, tac, je prenais, je lui ramenais, il rentrait dans une bijouterie, il ressortait avec une liasse, puis ça nous faisait le week-end. Et puis un autre week-end, je me pointais, on se faisait courser par les flics en moto. Je me souviens que j'avais dû me jeter de la moto pour qu'ils puissent repartir plus vite. Les flics m'avaient attrapé. Les flics m'ont attrapé, ils m'ont pas cassé la gueule, mais ils m'ont boxé, ils m'ont jeté contre le mur, ils m'ont contrôlé, ils m'ont mis la pression, etc. Ils voulaient choper mon père. Bon, après, ils m'avaient relâché, j'ai retrouvé mon père sur son lieu de travail. En fait, il était reparti au boulot et il bossait dans la plonge dans un restaurant chinois, donc il ouvre une porte sur une ruelle avec le tablier autour de la taille, avec le chiffon en train d'essuyer des verres, et il me fait « Ça va, t'as réussi à l'essemer et tout ?» C'était des scènes qu'on n'oublie pas, quoi. C'était des scènes à la con, mais voilà, j'arrive, parfois, j'ai dû le visiter comme ça, hein. Quand il est revenu au bout de 6 ans d'absence, je me souviens, je l'ai vu une fois, et il m'a dit « Voilà, je vais me barrer, il faut que je me casse au Portugal, j'ai un procès qui m'attend. » J'ai voulu le revoir une deuxième fois, et il avait pris 2 ans de tôle. Donc c'est là, je lui écrivais en prison, donc là j'ai à peu près 16 ans. Et en fait, les peines écourtées, etc., je le revois 8 mois ou 1 an après. Et c'est là que je vais le revoir régulièrement. Tous les 3 mois, je vais le voir et je vis ces scènes où je me fais courser par les flics. C'était une ambiance glauque en permanence.
des cassos, du trafic de drogue, des types louches. Et ça, c'est ce qui a façonné un petit peu mon passage à l'âge adulte avec mon père. Il y avait plein de mecs qui voulaient sa peau. Je me souviens, à un moment donné, il habitait dans un quartier de Manouche. Ils avaient posé délicatement une rose blanche dans un mouchoir rouge de sang. Une espèce de message qui signifie on va venir te crever. Généralement un message qu'il faut pas prendre à la légère, en gros c'est une promesse. Et donc moi je suis là, il y a une espèce de mini-cour, et il fait cramer des meubles, je vois le brasier qui dépasse la haie, qui est visible de tout le quartier. Je dis, si c'est pas les flics qui viennent nous péter la gueule, c'est les manouches d'à côté. Je suis à un tournant, j'ai besoin de mon père, je suis en une forme un peu de crise identitaire, de crise d'adolescence. Je suis à la limite de continuer les études, de céder à la facilité que les mecs de mon quartier me renvoient dans leur quotidien épique, canaille, voyous, argent, alcool. En fait, je vais basculer en fait. Et je souffre. Je souffre. Moi, j'ai aidé mon père à rentrer chez lui. J'étais persuadé que je pouvais l'aider. Vous savez, comme quelqu'un qui veut sauver quelqu'un qu'il aime énormément. Et en réalité, vous vous apercevez par la suite que il n'y a pas pire ennemi que soi-même. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même. Et c'est le cas de mon père, en fait. Mon père, le problème est à l'intérieur de lui. Mais moi, j'ai pensé qu'en l'aidant à retourner en Iran, ce serait possible. Mais on fait toutes les démarches. J'acquiers la nationalité juste avant mes 18 ans, parce que c'est le seul moyen pour moi d'aller en Iran en tant que fils d'Iranien. Je pars avec mon père en Iran, on part à une semaine d'intervalle. Et en fait, ça va être un tournant dans ma vie. J'ai 17 ans, j'ai des rêves plein la tête. C'est un nouveau monde, c'est la première fois quasiment que je sors de chez moi, que je sors de cet univers. Très vite, ça va dégénérer parce que mon père fait beaucoup de dégâts là-bas. Mon père ne revient plus en France. Il est reparti là-bas et actuellement, il y est toujours. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il est retourné là-bas. Donc, je m'aperçois que ma famille en Iran aussi est très particulière. Il y a la tentation de la part de mon grand-père, mais de façon très, très saine. Hein. C'est pas, il veut mon bien et il veut me convertir à l'islam. Donc il m'emmène à la mosquée, il me montre, on me parle de circoncision, on me parle de me marier avec une cousine ici, parce que c'est ce qui se fait, en tout cas dans notre famille, l'endogamie. Et donc en fait, moi je suis tenté de tout ça. Et je me souviens que j'étais vraiment... Bon, j'avais raté mon bac, j'avais raté mon permis de conduire, j'avais essayé de rentrer dans l'armée. Le 11 septembre venait de poindre le bout de son nez. L'Iran faisait partie de l'axe du mal. On m'a très bien fait comprendre que les origines iraniennes, ça passe pas des masses. Donc moi, je me suis fait dégager de l'armée. Hein. Voilà, P4, c'est le CIGICOP, là. Vous êtes identifié. P2, c'est normal. P4, c'est trisomique. Enfin, c'est les gens vraiment qui ont des problèmes mentaux. Moi, j'avais des troubles du comportement. C'est comme ça qu'ils m'ont diagnostiqué. Donc, ils m'ont mis P3. Donc, troubles du comportement. En gros, ils m'ont dit, à l'époque, c'était la marine. Ils m'ont dit, mais on vous met 6 mois en mer, vous pétez les plombs, on fait quoi? Donc bref, ils m'ont dégagé. Pour moi, c'était un gros échec. Et l'Iran, c'était un autre échec parce que j'ai très rapidement commencé à apprendre le persan. J'avais focalisé toute ma concentration, tous mes espoirs sur ce pays, sur ma famille. Et en fait, j'ai compris que c'était voué vraiment à l'échec. J'ai commencé vraiment à me laisser aller. J'avais des procès. Et j'avais cette phrase qui résonnait en moi, c'est « Mieux vaut régner en enfer que d'être esclave au paradis ». Voilà, pour moi, ma vie à moi, c'était l'enfer. Et il fallait que j'y règne, en tout cas que je fasse partie des prédateurs et pas des proies. Ma mère, qui me voyait glisser, qui me voyait dériver, et qui priait en fait, tout le temps. Et en fait, ça me touchait parce que je n'ignorais pas que Dieu existe, mais je lui en voulais énormément. Dieu existe, c'est un fait. Pour moi, j'en suis certain. Mais c'est un enfoiré. Voilà. Pour moi, Dieu, c'est pas un mec juste. C'est quelqu'un qui a déterminé qui allait être élu, sauvé, et ceux qui allaient cramer en enfer pour l'éternité. Et en fait, j'en voulais à Dieu de me dire, mais t'as bien vu que j'ai essayé. Mon bac, mon permis, l'armée, j'ai essayé. Et il n'y a rien. Et c'est une période où je perds beaucoup de copains. J'ai pas mal de potes qui se sont suicidés, des mecs qui sont jetés d'un pont, d'autres qui sont taillés les veines, d'autres qui sont pendus à l'arbre de leur quartier ou de leur maison. Et j'ai perdu un copain aussi sous mes yeux, qui avait 37 ans à l'époque, moi j'en avais 17. Et qui a essayé de passer de balcon en balcon. Il habitait au 3e étage et il s'est rétamé, mais devant nous. C'est une période de mort, de merde, d'échec. Dieu, j'en ai rien à branler en fait. Voilà, Dieu, c'est pour les autres. C'est pour les petits blondinets aux joues roses, habillés en jacadi ou en IKKS, avec les mocassins à glands, les pantalons en velours roses, les petites chemises à carreaux, le petit pull, la petite marinière posée délicatement sur les épaules. Des gens que je méprise à l'époque, littéralement. Et en fait, Dieu, c'est pour ces gens-là, en fait. Donc, j'ai vraiment la haine. Et ma mère me parle de temps en temps. Je me souviens, elle lisait Des fleurs en enfer, je crois, un livre sur les franciscains du Bronx.
Et elle me stoppe comme ça, elle me dit regarde et tout. Alors il y a des photos et il y a quelques témoignages. Et c'est beau, c'est comme ton cœur qui est mort et il y a un signe de vie, tu vois, qui reprend. Tu vois. Mais ça disparaît aussi vite. Parce que c'est beau, ouais, mais pour les autres. Moi, dans mon enfer à moi, Dieu, il n'est pas là. Donc tu es obligé de faire des compromis, en fait, de faire des pactes avec le diable. Alors, attention, je te parle pas d'un truc avec des bougies, des conneries, mais tu donnes tes oui au démon, en fait. Chaque fois, tu te laisses insensibiliser. Tu vas plus loin dans le vice, tu vas plus loin dans ton acceptation au mal, dans ce que tu lui remets, dans la manière dont tu bousilles le peu d'innocence encore qui te reste. Et un jour, ma mère me parle de franciscains. Donc ça faisait écho au livre qu'elle me lisait. Elle me parle de franciscains qui viennent d'arriver à Cholet. Et à l'époque, moi, mes loisirs, en fait, j'étais un grand fan de Niro, de Pacino. Donc c'est les films de mafia, de machin, de trucs et tout. Alors elle me dit, mais tu devrais venir. Il y a 2 prêtres. L'un est italien, alors il parle comme ça. Et alors il s'appelle le frère Emilio, machin et tout. Et ouais, ça me parle, ça me fait sourire, parce que je dis, ah ouais, et tout, c'est un prêtre, c'est un mafieux, alors que non, pas du tout, c'est juste qu'il est italien, avec un accent italien. Mais en revanche, il y en a un autre, qui lui est français, d'origine lyonnaise, et qui lui braquait des banques. Ah, putain, je me dis, attends, c'est quoi ce bordel, en fait, là, il y a 2 prêtres qui viennent de débouler, il y en a un, il est italien, il parle comme ça et tout, et l'autre, il braquait des banques, et c'est 2 curés, tu vois. Tu sais, je me dis, c'est quoi ce... Tu sais, ça m'intrigue, en fait, mais... Je suis fier, j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de résister à Dieu, et c'est ma manière de lui dire merde en fait. Et en fait, j'y vais quand même plus tard. Et ma mère était plus proche de frère Amidio que de frère Daniel, parce que le frère Daniel c'était donc l'ancien braqueur de banque, et de fait, je vais vers le frère Amidio. Mais les deux sont exceptionnels, et c'est mes 2 papas en fait, j'ai envie de dire attention, parce qu'aujourd'hui on peut très bien mal comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais frère Amidio, c'est mon père vraiment, c'est mon père spirituel. C'est vraiment le Père Céleste qui, à travers ce prêtre qui arrive par providence à Cholet et qui va me sortir de la rue en fait. Mais la radicalité de l'évangile qu'ils vivent, leurs enseignements, la cohérence de vie en fait qu'ils mènent avec ce qu'ils nous enseignent, va vraiment me bouleverser. C'est la première fois dans ma vie en fait, et en plus ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je suis dans une période où mes contacts avec l'Iran, mes voyages, mes relations, mes fréquentations, et de plus en plus vis-à-vis de la communauté maghrébine qui me prenait la tête jadis, mais qui oublie, parce qu'eux ils te victimisent, ils te font la misère, mais ils ont oublié que petit on fait ça. Mais quand je suis plus grand, ils voient qu'un Iranien. Et c'était comme ça que je m'identifiais. Donc en fait, je suis très tenté de me convertir à l'islam, mais j'ai pas envie de le faire parce que ce serait me rabaisser à ces maghrébins qui m'ont fait chier en fait toute mon enfance. Pas dire les choses autrement. Mais si je le fais, j'ai ma fierté, je me dis, je le fais par rapport à mes origines. Et je me souviens que j'avais dit à ma mère, mais après tout, si je me convertis à l'islam, c'est la même chose, c'est le même Dieu. Jésus, c'est un prophète. Elle m'a dit, Jésus, c'est pas qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu réalises que si tu réduis, si tu rabaisses le Seigneur au simple rang de prophète, c'est pas juste, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme, pour nous racheter à la damnation éternelle. Son sacrifice qu'il a épargné à Abraham avec son fils chéri, il ne l'a pas épargné à son propre fils, celui en qui il a mis tout son amour. Et toutes nos œuvres, on ne les fait pas pour mériter notre salut, mais on le fait en conséquence du salut qui nous a été offert par la mort et la résurrection du Christ. Donc c'est... Tu dis que Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, c'est juste un prophète, tu renies tout ça, quoi. Et c'est pour ça, le Coran, la Bible, c'est pareil à 90% après tout. Non mais c'est pas les petits 10% de différence, c'est pas 10 petits pourcents en fait, c'est l'essentiel. Et elle m'a dit, le Seigneur nous a dit que si nous rougissions de son nom devant les hommes, il rougirait d'une autre devant son Père. Et de ne pas admettre Jésus comme Fils de Dieu par une espèce de démagogie de quartier, de ne pas le reconnaître comme tel et d'en rougir et d'en faire qu'un prophète, ce serait nécessairement donner l'occasion au Seigneur de rougir de moi devant son Père, devant Dieu, quoi, devant Dieu le Père. Et ça m'a touché, en fait. Ça m'a fait mal. Je me suis senti con, en fait. Comment j'ai pu penser, en fait, trahir l'amour de Dieu pour cette espèce de petit titre, de petite gloire d'être un frère parmi les musulmans. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment fréquenté les frères franciscains, le Père Emidio, ses enseignements, le lien spirituel qui nous unissait, être à les confessions, les enseignements. Et j'ai vraiment appris
à arracher en fait des pans de mort, de haine, de colère. Je me suis surpris à choper des mecs que je voulais vraiment défoncer. Hein. Je me souviens une fois, j'étais sur la terrasse d'un café, il passait avec son espèce de toit ouvrant. J'ai quitté je sais plus, je buvais une bière ou un Diabolo, j'en sais rien. J'ai quitté ma table, je l'ai attrapé par le col en sautant sur son capot. Il a mis un coup de première, j'ai décollé. Lui, il a continué sa route parce que j'étais un sauvage. Pour 20 balles que j'avais vendu à un mec pour de la drogue, pour 20 balles, il m'avait pas rendu l'argent en temps en heure, je suis arrivé avec un pied de biche, je lui ai ouvert sa baraque, j'ai arraché sa porte et je suis venu pour tout dépouiller. J'avais une rancœur, si tu m'arnaquais de ça, je te rendais ça. Moi, tu m'arrachais une dent, je t'arrachais ta gueule en fait. J'étais vraiment comme ça. Et je le dis, j'étais pas un caïd, un machin, mais c'était ma mentalité en fait, j'étais comme ça. Ça a duré, voilà, j'ai repris mes études après, je suis parti à Paris, j'avais toujours un pied dans la rue parce que je fréquentais des clandestins, des mecs qui arrivaient d'Iran. Alors je retournais un petit peu dans les méandres, la drogue, les bagarres. Là, après c'était à coups de bouteille, coups de couteau, des machins, des trucs. Et j'étais toujours un pied dans l'université, mais un pied avec les clandos, etc. Mais en même temps, je revenais à Cholet, j'allais chez les frères. J'ai fait 2-3 années à l'usine. J'ai repassé mon bac sur les cours du soir, j'ai eu avec mention. J'ai commencé des études à Paris, donc j'avais l'âge que quelqu'un a quand il finit une licence. Moi, je commençais ma licence, j'avais 22 ans. Donc à 22 ans, je commence une licence de persan, donc j'apprends l'histoire et la civilisation du monde iranien et la langue de cet univers civilisationnel. Et dans tout ça, j'ai excellé. C'est-à-dire que j'ai eu des mentions de dingue, etc., bourse au mérite, parce que j'étais étudiant boursier. Je vivais de cité U en cité U, puis pas intramuros, hein, à côté de Fresnes, à Saint-Denis. J'étais vraiment dans des endroits de merde. Donc avec vraiment la violence, hein, parce qu'elle était devant moi. Hein. C'était souvent les quartiers bouclés par des armées de CRS. Ça, c'était quand j'étais à Janzy, Croix de Berny, à côté de Fresnes. Et quand j'étais à Saint-Denis, t'avais des agressions en permanence, du sang étalé dans le couloir de ma cité universitaire, des bagarres, des machins, des règlements de compte. Enfin voilà, c'était au cœur du merdier. Pourtant, j'étais toujours étudiant. Et j'avais toujours un pied dans les études, un pied au couvent quand je retournais à Cholet, et un pied dans la rue, voilà, avec mes copains, clando, etc. Donc j'ai fait licence de persan 3 ans, master de géopolitique 2 ans, et à l'issue de ça, je suis revenu à une licence d'arabe, donc comme le persan, histoire du monde arabe, civilisation et langue, mais j'ai fait qu'un an et demi. Et là, je m'étais fait une promesse de consacrer du temps au Seigneur. J'ai regardé ailleurs pendant longtemps, mais comme j'étais pas cohérent avec ma vie de chrétien, que là, à l'époque, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vraiment connu l'univers aussi des femmes, donc je me suis énormément perdu dans ça. Donc les gonzesses, la drogue, j'avais quand même bien arrêté, les castagnes, les gardes à vue encore qui m'arrivait de faire. La dernière, j'avais 27 ans, donc ça remonte maintenant. Mais bon voilà, en fait, j'étais super nerveux et j'étais vraiment perdu dans les nanas. Hein. Moi, j'avais 3-4 gonzesses différentes dans la semaine, dont une régulière, et j'étais un animal, hein, voilà, littéralement. Et donc, en fait, je me suis dit, stop, je peux pas me dire chrétien si je vis de cette façon-là, en fait. J'ai envie d'être cohérent avec ma foi. Là, j'ai 28, 29 ans, j'ai 28 ans, je veux m'accorder un temps. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une promesse d'embauche avec un pote, un truc commercial, mais je pars sur les routes de Compostelle. Je fais le dernier segment qui dure 100 km, et sur les routes, franchement, je me sens bien, et je promets au Seigneur, je dis, écoute, j'ai une promesse d'embauche avec mon ami, mais si ça ne se fait pas, et si c'est là que tu m'appelles, si tu ne veux pas que je fasse ça, fais-le moi savoir. Je me suis engagé auprès de lui, je peux pas faire marche arrière. Mais si tu m'attends ailleurs, alors dis-moi, et je viendrai et je passerai un temps au couvent. Ce qu'on appelle l'année Saint-François, c'est de vivre au rythme des liturgies, au rythme des prières du couvent des frères franciscains de Cholet, ouais, donc les frères franciscains de Cholet qui proposaient en fait cette année. J'ai envie en fait de vivre ma foi, je veux tirer un trait avec ce qui me rattache systématiquement à l'enfer. Le chemin de Compostelle se termine. Je retourne à mes occupations, je réponds à l'appel professionnel, cet appel pour travailler dans un truc commercial avec un collègue, mais ça marche pas. Et mon pote, il me dit, mais je comprends pas, ça marche pas, ça mord pas, les clients mordent pas, j'ai jamais vécu ça dans toute ma carrière, je sais pas ce qui se passe. Et c'est un copain franco-iranien aussi, et lui, il est chiite. Et il m'a dit, tu sais, tu m'avais parlé d'un temps que tu voulais prendre avec les frères franciscains que tu fréquentes. C'est peut-être l'occasion parce que je sais pas ce qui se passe et tant que je peux pas remettre la machine à zéro, je peux pas t'employer pour rien en fait. Moi j'ai dit attends, je m'étais fait cette promesse, c'est lui qui m'en parle, curieusement, mais même lui-même il le comprend, il le réalise, il reconnaît qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas et que c'est pas normal. Et en plus de ça, bien que musulman, il me dit tu parlais d'aller voir les frères, c'est peut-être l'occasion. Je dis attends, le message peut pas être plus clair. Donc l'année Saint-François en question avec 7 jeunes déjà en place, ou 6 jeunes plutôt, 6 jeunes avaient déjà commencé. Donc je les rejoins en cours de route, et le lendemain, un autre gars arrive, donc au final on est 8. Donc cet autre garçon et moi-même, on est les 2 retardataires avec 1 mois d'écart, et je me souviens on commence par une retraite en silence de 3 ou 4 jours, je devais rester 1 mois. Au bout de 2 semaines peut-être, je me souviens que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était dur en vrai, le silence, de se taire,
d'apprendre à la fermer, à manger à des heures régulières, à pas vivre comme un adolescent, un mec qui a 30 ans mais qui vit comme un gosse en fait. D'apprendre à se taire, d'apprendre à écouter, d'apprendre à être en face de gens qui n'ont pas les mêmes opinions que toi, et pas de partir dans les tours et de péter un câble, ce que j'ai fait tout le temps en fait. Parce que ce qui était dingue, c'est que moi j'avais 6 autres gars qui étaient mignons, ils avaient quasiment 10 ans de moins que moi, ils étaient adorables, ils avaient pas la même expérience de vie. Donc tu vois, j'étais un peu à l'aise, je sortais pas trop de ma zone de confort. Mais cet autre mec qui venait d'arriver, il avait comme moi de l'expérience avec les langues, de l'expérience avec l'étranger, l'expérience de quartier. Il était jamais d'accord avec moi. Chaque fois que je disais un truc, il me coupait. Il me faisait péter un câble. Il avait le même âge que moi, il avait la même vie que moi, le même problème avec le paternel. En fait, ce type, je voulais lui démonter sa gueule. Systématiquement, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, je voulais lui péter ses dents. Et il avait le même prénom que moi. C'était mon moi en blond, avec la même histoire. C'était mon lépreux. Et toute l'année, en fait, parce qu'au début, je devais faire 1 mois. Finalement, ça a été 3 mois. Puis finalement, je me suis fait arnaque. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fait, non, c'était chouette. Au final, j'ai fait 1 année complète. Et ce type-là, je l'ai aimé à la fin. C'est vraiment un frère. J'ai vraiment appris à l'aimer, mais on venait frapper le soir l'un à la porte de l'autre et vice-versa pour se demander pardon. J'avais les larmes aux yeux tellement ça me faisait mal au cul, pardonnez-moi l'expression, de lui dire putain, je vais devoir lui demander pardon. Je me souviens qu'une fois à table, je me suis barré du couvent, j'ai cru que j'allais lui sauter dessus avec la fourchette. Je me suis cassé parce qu'il me rendait dingue, il me sortait par les yeux. Un soir, je suis rentré discrètement dans ma piaule, la chambre de frère Amidio qui s'est ouverte, donc je me suis fait griller au moment où je voulais rentrer dans ma cellule. J'avais quitté le couvent. Je suis rentré vraiment comme un voleur dans le couvent pour retourner dans ma chambre, l'air de rien. Et il me regarde, il me dit « Moi, je savais que tu m'en ferais baver. 10 ans que je t'attends ici, 10 ans. » Et tu sais, je lui parle de ce qui va pas et tout. Il me dit « Il est comme toi, il souffre. C'est ceci, c'est ça. » Il m'explique et tout. Il me dit « Demande pardon, va, demande pardon. » Je dis, putain, quoi, demander pardon? Demander pardon de quoi? Demander pardon? Si je lui demande pardon, il va croire qu'il a raison, que moi j'ai tort. Je pétais les plombs. Et il me dit, et je me souviendrai toujours de sa réponse, il m'a dit, regarde-toi, t'es capable d'aller en Afghanistan, en Iran, tu vas au Liban, tu vas ici, tu vas là. Il dit, tu penses que d'être un homme, c'est d'avoir du sang sur tes vêtements, de bomber le torse et d'avoir une érection? Ça, même les chiens le font. Ici, sois homme, sois un homme, sois capable de passer quelques mois avec des prêtres. Putain, quand il m'a dit ça, je me souviens, j'étais là, en vrai, il a raison. Et en vrai, tu vois, comme quoi, les épreuves, les difficultés, l'abnégation, le combat intérieur, spirituel, il est tellement plus difficile à mener que d'aller péter la gueule à son voisin parce que t'es pas d'accord avec lui. Et en fait, ça m'a juste bouleversé, il avait raison. Et c'est vrai, d'aller demander pardon à ce mec-là, je me souviens, je pleurais de rage, de fierté qui allait tomber devant ce mec-là, à qui j'allais devoir demander pardon. Puis c'était dur. Et je me souviens, j'arrivais, je frappais à la porte, je voyais sa tête, et je lui disais, je me fouillais, et puis en fait, je pleurais. Je pleurais, il me prenait dans ses bras, et je disais, je te demande pardon, en fait. Et en fait, cette expérience-là, elle a été renouvelée à plusieurs reprises, et en fait, tu laves, ça part. Et en vrai, il y a quelque chose qui est guéri en toi. Il y a des pans de mort entiers qui partent. Alors évidemment, après, faut être vigilant, il faut la prière, il faut aussi faire attention quand tu sors, quand tu retournes dans le monde. Et puis, la vie, c'est comme ça, hein, ça revient. Moi, je dis pas que je suis guéri, je sais que... Mais ce passage-là, ça a été une étape cruciale de ma vie. Ça a été une leçon, en fait. Ça a été une leçon, vraiment une leçon. Et toute cette logique de guerre, en fait... Je l'ai totalement abandonné et je suis sorti de là-bas, je suis rentré dans l'enseignement, j'ai donné des cours et après je suis rentré chez SOS Chrétien d'Orient où j'ai trouvé un travail où j'ai vécu au milieu de la guerre. J'ai vécu des péripéties multiples sous les bombes, les lignes de front, les machins, les affrontements, les horreurs, les témoignages terribles, l'enlèvement, la mort, l'incertitude, le doute, la peur. Mais voilà, en fait, il y a eu un vrai tournant, et une conversion sincère. Il y avait ce besoin de choisir personnellement le Christ, en fait. Et de le vivre, voilà, pas juste être cocher les bonnes cases du bon catho en fait. Je vais y aller. Ça va ?